La prochaine session, dans le cadre du forum sur le peering en Afrique centrale, va porter sur le développement des infrastructures et du contenu digital. Sur ce panel-là, nous avons deux grands panélistes qui vont nous partager leur expérience, chacun dans un aspect spécifique des infrastructures. Le premier, M. Ngakala Michel, il est le coordinateur du projet CAB, entendez par CAB Central Africa Backbone, donc le backbone d'Afrique centrale. Et le second panéliste nous vient d'une autre organisation, mais qui travaille au-delà des infrastructures de transport, donc qui travaille plus dans les data centers. C'est Silas Pepra, il nous vient de PAX, donc, qui est une organisation donc, qui déploie des data centers à date au Kenya, en Côte d'Ivoire, au Ghana. Donc, ces deux panélistes vont nous partager leur expérience sur pourquoi nous avons besoin de backbone pour pouvoir aller de l'avant dans toute cette transformation digitale sur laquelle nous discutons depuis hier, et aussi nous parler des challenges qu'ils rencontrent ou des réalisations, et puis aussi des projections en tenant compte du contexte qui évolue sans cesse. Donc, je vais passer la parole donc à Michel, qui va peut-être introduire la partie infra, et par la suite, nous passerons la parole à Silas. Michel. On a quelques difficultés pour partager l'écran, juste 2 minutes. Si je peux aussi avoir ton aide, parce que c'est ce qui marche. Attends, OK. Juste 1 minute, donc on a peut-être un souci technique ici. Désolé pour ce contretemps. Donc peut-être que je propose que peut-être Silas juste 1 minute. Merci pour votre patience. Voilà. Merci, Michel. Merci. Vous pouvez venir là, monsieur. Merci, Michel. Bonjour à tous, je suis Michel Ngakala, coordinateur du projet Central African Backbone. Les débats ont essentiellement tourné autour du peering et des points d'échange Internet, mais il ne peut pas avoir tout cela s'il n'y a pas d'infrastructures qui sont construites par les États et par les opérateurs. Et le rôle du projet CAB, justement, c'est de construire ces infrastructures. Là, je vais prendre rapidement la fiche du projet, parce que c'est un projet qui est financé par la Banque africaine de développement, donc la BAD. Et l'emprunteur au niveau du Congo, c'est le ministère des Finances, mais le projet est sous la tutelle du ministère des Postes et des Télécommunications. Le projet a été lancé en 2017 et la fin du projet était prévue pour 2021.
Mais on sait tous que quand on gère un projet, il y a toujours des imprévus et il y a beaucoup de lenteur administrative dans le projet jusqu'aujourd'hui et sous son cours. C'est quoi les missions du projet? Premièrement, c'est de contribuer à la diversification de l'économie congolaise grâce à l'augmentation sensible des recettes fiscales et la réduction considérable du coût des transactions économiques. Le deuxième objectif est de désenclaver numériquement les zones rurales via la construction d'infrastructures à fibre optique. Et enfin, c'est la création d'opportunités d'emploi pour les plus jeunes. Dans le cas du projet, donc, nous avons eu pour mission de construire 3 infrastructures et on a 2 qui sont déjà construits. Donc, c'est le réseau qui relie le Congo au Cameroun, un réseau long de 341 km, un réseau fibre optique. Et le deuxième réseau que nous avons construit, c'est le réseau qui relie le Congo à la RCA, donc à la République centrafricaine. Mais nous avons aussi pour projet de construire un centre de données numériques, mais les travaux n'ont pas encore débuté. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi c'est interconnecté aux pays voisins? Le Congo n'a qu'une seule sortie maritime. Donc, le Congo est connecté à un seul câble sous-marin, c'est le câble WAX. Et qu'est-ce qui se passe, c'est que si ce câble-là demain a un souci, mais le Congo n'a plus de sortie vers la mer, donc vers le câble sous-marin. Et autre chose, c'est que dans le cadre du projet CAB, le but, c'est d'interconnecter le Congo avec les pays voisins, c'est-à-dire les pays de la zone CEMAC. Donc, le fait qu'il y ait plusieurs interconnexions entre les pays voisins, ça permet aussi de favoriser la baisse des coûts parce que la concurrence va augmenter entre différents opérateurs. Là, j'ai représenté la carte de l'Afrique pour montrer qu'il y a environ une vingtaine d'années, en Afrique, il n'y avait que 2 pays qui avaient accès au câble sous-marin. Ces 2 pays, c'était l'Afrique du Sud et l'Égypte. Mais aujourd'hui, de nos jours, il y a une 60aine de câbles qui sont interconnectés au continent africain. Mais si je zoome encore, on descend dans l'Afrique centrale, donc exactement de la zone CEMAC, nous constatons qu'il y a 4 pays qui ont accès à la mer. C'est-à-dire il y a le Cameroun, il y a la Guinée équatoriale, il y a le Gabon et il y a le Congo, l'autre pays. Mais il y a 2 pays qui sont totalement enclavés, c'est-à-dire le Tchad et la République centrafricaine. Donc, c'est en regardant cette configuration qu'en 2007, les chefs d'État de la sous-région CEMAC se sont réunis à Djamena pour discuter sur comment développer les interconnexions entre les différents pays de l'Afrique centrale. Et de cette réunion, il est sorti qu'il fallait créer un projet commun, le projet Central African Backbone, qui permettrait de connecter tous les pays de la sous-région. La connexion de ces pays permettrait quoi? Premièrement, si je prends le cas du Congo, qui avait à l'époque une seule sortie vers le WAX, aujourd'hui, le Congo, grâce au projet CAB, nous avons une interconnexion avec le Gabon, nous avons une interconnexion effective avec le Cameroun, et nous venons de terminer l'interconnexion avec la République centrafricaine. Donc, le Congo, qui n'a qu'une seule sortie, qui est le WAX, maintenant qu'il est interconnecté au Gabon, le Gabon, lui, qui a 2 sorties, c'est-à-dire le WAX et SAT3, c'est-à-dire que ça permet au Congo d'avoir une deuxième sortie en cas de coupure ou de dysfonctionnement du câble sous-marin WAX. Mais si on va encore plus haut, c'est-à-dire au nord-ouest du Congo, donc au Cameroun, le Cameroun a 5 sorties. C'est-à-dire qu'il y a le WAX, il y a SAT3, il y a S, il y a CEL, il y a NCSCS. Donc, ça permet au Congo d'avoir 4 sorties sous-marines supplémentaires ajoutées à celui du WAX. Donc, comme je disais, toutes ces configurations permettraient au Congo non seulement d'avoir plusieurs sorties, mais également aussi de baisser les coûts d'interconnexion. J'ai été moi-même récemment en RCA, donc en Afrique centrale. Je peux vous garantir qu'en RCA, la connexion, actuellement, elle n'est pas sous fibre optique et elle est pénible. Donc, la RCA attend beaucoup de l'interconnexion qu'il y a eu avec le Congo. Et ils ont un projet similaire, le projet CAB en RCA qui s'est exécuté simultanément au nôtre. Et pareillement au Cameroun, parce que le Cameroun et la RCA, ils ont aussi un projet commun d'interconnexion, mais pour l'heure, le projet n'est pas encore achevé. Donc, c'est le Congo qui a terminé son projet en premier. Là, si je reviens à la carte du Congo,
c'est simplement pour vous montrer les différentes sorties que nous avons vers les pays voisins. Donc, tout en bas, en rouge, c'est la sortie vers le Gabon. Cette sortie, elle est effective depuis 2019. On a ensuite deux sorties, c'est-à-dire vers le Cameroun et vers la RCA. Mais on a aussi une quatrième sortie que je ne mentionne pas parce que ce n'est pas le projet qui l'a réalisé. C'était un accord entre les deux opérateurs des deux pays, c'est le Congo-Brazzaville et le Congo de la République démocratique. Et au-delà de ces trois sorties, il y a une sortie du Congo vers le Cabinda, mais qui n'appartient pas à l'État congolais. C'est un opérateur privé qui a eu la licence de construire cette infrastructure entre le Congo et le Cabinda. Je vais encore zoomer pour aller plus vers le nord, c'est-à-dire le réseau Congo, Cameroun et Congo RCA. Là, sur ce graphe, on a les différents points par lesquels le réseau passe. Si on est à l'ouest, c'est pour aller vers le Cameroun. C'est-à-dire qu'on a le point rouge, c'est le nœud central qui relie ces deux réseaux, donc Congo-Cameroun et Congo-RCA. Donc, nous avons 341 km à gauche et vers le nord, nous avons environ 285 km de fibres. Mais il y a un détail qui est important que je dois quand même vous préciser, c'est que sur l'interco avec la RCA, nous avons construit 3 sites au Congo et 3 sites en RCA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Congo avait eu les autorisations de construire dans les eaux de la Centrafrique. Pourquoi je dis les eaux? Parce que tout ce réseau-là, il est sous-fluvial. Et je peux vous dire que c'est une première mondiale. Poser 285 km de fibres sous-fluvial, ça n'a jamais été fait. Ça a été fait au Congo par une entreprise chinoise qui a eu le marché, certes, mais le sous-traitant, c'est une fierté pour nous, c'est une entreprise congolaise. Donc, cette entreprise a construit une barge de 512 mètres carrés de superficie, a installé une base vie au-dessus, a acheté les moteurs et les équipements nécessaires pour construire cette infrastructure-là. Donc là, je vais vous montrer juste quelques illustrations des travaux que nous avons eu à faire pour la construction de ces réseaux. Là, c'est pendant la pause du PHD, parce que nous avons créé des tranchées de 341 km, mais dans lesquelles nous avons posé à chaque fois 2 tuyaux PHD. Donc un tuyau dans lequel nous avons posé la fibre et un tuyau pour la maintenance en cas de coupure ou d'intervention. Là, ce sont les ouvriers qui sont dans les tranchées, parce que ça a été essentiellement fait manuellement. Et à droite, c'est une rivière, donc il fallait passer sur une rivière pour poser la fibre. Là, c'est l'image de quoi ressemblent nos sites techniques. Donc, on en a construit 6 sites qui ont cette même configuration. Donc, dans les sites techniques, qu'est-ce que nous avons des panneaux solaires, nous avons un groupe électrogène, et dans certains sites, nous avons le courant électrique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une redondance d'énergie. Si jamais le courant, il y a une coupure, ben, c'est le groupe électrogène qui lance. Au bout d'un moment, si les batteries sont chargées, le groupe électrogène s'arrête et les panneaux solaires prennent le relais. Au-delà de cela, les sites sont totalement sous vidéosurveillance. Il y a aussi un système de détection d'incendie dans ces sites techniques-là. Et ils sont gardés 24 heures sur 24 par un gardien. Bon, là, c'est une vidéo que je vais vous montrer. Bon, c'est pas grave, c'était juste la pose d'une chambre L3T. Cette machine, c'est la machine qui a permis de faire le fonçage parce que il y avait certaines zones où il y avait des rivières qui passaient. Donc, il fallait passer sous la rivière pour ressortir de l'autre côté. Donc, il fallait faire du fonçage. Et quand on fait des travaux de génie civil, ben, il y a aussi la partie sociale et environnementale. C'est-à-dire que pendant nos travaux, nous avons fait des visites dans des villages pour informer la population que nous sommes en train de poser la fibre. Pourquoi c'est important? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que quand nous faisons ces travaux, nous posons du cuivre. Donc souvent, ils viennent, ils coupent pour voir si c'est du cuivre et pour reprendre ce cuivre-là. Mais au final, on leur dit que ce n'est pas du cuivre, c'est de la fibre. Donc pendant ces réunions, on apporte des échantillons pour leur montrer de quoi il s'agit. Mais également aussi parce que quand on fait ces travaux, on peut arracher un arbre et le bailleur qui est la BAD nous oblige de respecter les règles environnementales. Alors, ça veut dire quoi? Quand on arrache un arbre, il faut voir le propriétaire de l'arbre et dédommager ce propriétaire-là. Ensuite, il y a la réunion, on a plusieurs réunions avec les habitants, et particulièrement les responsables départementaux de la région de la Sangha. Pourquoi? Parce que quand on fait des travaux de génie civil, souvent on a besoin de passer dans la ville, de couper des tuyaux et les raccorder plus tard. C'est des tuyaux d'eau
ou même les lignes de courant. Donc, on a besoin de ces différents directeurs pour nous assister pour les négociations avec les populations et avec les entreprises locales. Cette photo représente simplement la pose de la première pierre des travaux de construction du réseau entre le Congo et la RCA. Et là, c'est la barge dont je faisais mention un peu plus haut. C'est que cette barge, dès que vous la voyez, elle est montée vraiment de toutes pièces. C'est-à-dire qu'au niveau de la marine nationale, il y avait des pontons. Les pontons, c'est ce qui se passe, c'est ce qui carrément sous le fleuve. Il y avait plusieurs pontons qui n'étaient pas utilisés. Dans l'entreprise, a discuté avec la marine nationale pour qu'ils puissent collaborer ensemble pour monter cette barge-là. Cette barge, elle est vraiment montée de toutes pièces. Tout ce que vous voyez là, les moteurs ont été importés, les groupes électrogènes, la base vie, les conteneurs ont été soudés et installés sur place. Et ensuite, la barge, elle a fait la route. Elle fait 512 mètres carrés, cette barge. Donc, quand les voyageurs dans les villages, surtout en RCA, c'était l'éblouissement des populations parce que ça faisait des années qu'ils n'ont pas vu un aussi gros bateau, en guillemets, accosté dans les rives. Bon, alors, c'était une vidéo. C'est une démonstration de la pose de la fibre sous-fluviale. Et effectivement, nous avons aussi eu à collaborer avec les plongeurs de la Marine nationale parce que quand on pose la fibre, il y a certaines zones où il fallait protéger la fibre quand on est au bord du rivage sur des coquilles. Les coquilles, c'est des blocs en acier pour que la fibre puisse se reposer sur le fond du fleuve. Donc voilà, en quelques mots, ce que nous avons eu à faire, nous, dans le cadre du projet CAB pour la construction des réseaux Congo, Cameroun et Congo RCA. Je vous remercie. Merci beaucoup, Michel, pour ce partage d'expérience, en tout cas des efforts qui ont été faits dans le cadre de ce projet. Je pense qu'il y aura sûrement des questions qui viendront de l'auditoire. Donc, je suggère qu'on garde les questions pour ceux qui sont en ligne et aussi ceux qui sont en salle. Il est temps de donner la parole à Silas pour lui permettre de nous présenter un autre aspect donc de cette question d'infrastructure, donc qui est plus en focus sur les data centers. Silas, can you hear me? Hello, Silas. So, comme je le disais, Silas nous vient du Ghana, donc il intervient depuis le Ghana. Silas vient de Pax, qui est un opérateur de data center. Donc, il va nous partager leur expérience dans ce domaine-là. Et par la suite, nous pourrons passer à une phase de questions sur les deux aspects de cette session. Silas, over to you. Thanks. Good morning, everybody. Silas. Silas, seem that check if you are not muted. Excusez-nous, il y a un problème de son. On n'arrive pas à entendre Silas dans la salle. I bring good meetings from Ghana. Silas, please wait a moment. Merci de patienter un instant. Il y a un problème de son. Pas sur le canal normal, on va voir. L'interprète n'entend pas, l'intervenant n'utilise pas un micro et la connexion semble mauvaise. Désolé. L'interprète est vraiment désolé, mais le son est très fractionné et très mauvais. Silas, please, I think Hi.
No, I'm unmuted. Yes. Oh, so no one can hear me. Est-ce que quelqu'un peut m'entendre maintenant? Okay, all right. Let me check. Bien, permettez-moi de vérifier quelque chose. Bonjour tout le monde. Donc, Silas va essayer de revérifier s'il n'a pas de son à l'entrée parce que nous n'arrivons pas à le recevoir sur site. Hello, everyone. Now. Bonjour à tous. Comment est-ce que ça fonctionne maintenant? You still can't hear me. Can you hear me? Excusez-moi, mais le son n'est pas clair. On ne comprend pas ce que l'intervenant dit. Il y a beaucoup d'écho et le son est fractionné. Sorry for the sound issues. I hope it's okay. Désolée pour le son et le reste de commentaires n'était pas audible. So, interpretation test. Can you check the French channel, please? Test sur le canal français. Est-ce que vous pouvez Allô, m'entendre? bonjour. Est-ce que les interprètes en français peuvent parler juste pour Les checker, interprètes sont en train de parler sur le canal français. Bonjour, l'interprète sur le canal français, est-ce que vous m'entendez correctement? Est-ce que vous pouvez entendre? L'intervenant demande si on peut l'entendre. Est-ce que vous pouvez aller sur le canal original? Est-ce que vous pouvez utiliser le canal d'origine? L'interprète ne sait pas à qui la question est posée. Silas, can you speak again, please? Silas, pouvez-vous parler à nouveau, s'il vous plaît? Est-ce que vous m'entendez? Can you hear me, please? Désolé. Problème de sortie de son. For those who are online, so Pour ceux d'entre vous qui sont en ligne, nous essayons d'améliorer la connexion et la qualité du son. L'intervenant s'exprime, mais le son reste mauvais. Il y a énormément d'écho. Il n'est pas possible de comprendre. Serait-il possible, requête de l'interprète, serait-il possible que l'intervenant utilise un micro ou un casque? Okay. So yes, today we're going to talk about the digital infrastructure Silas, in can you Africa. speak again? Est-ce que vous pouvez vous exprimer, Silas? Est-ce que vous pouvez m'entendre? Bonjour. Bonjour.
Silas? Yes, I can hear you clearly. Okay, good. Okay. So, Pas d'intervention, pas de commentaire de l'orateur anglophone. Pouvez-vous m'entendre? Est-ce que vous pouvez garder votre micro près de vous? Essayez de parler le plus près possible dans le micro et essayez de parler clairement. Le son était bas et il y avait des interférences. Donc la qualité du son rendait l'interprétation impossible. Maintenant, il faudrait qu'on entende votre voix dans la pièce. 1, 2, test, test. Et maintenant? Can you hear me now? Est-ce que vous pouvez m'entendre maintenant? Can you hear me now? Est-ce que vous pouvez m'entendre maintenant? Demande l'intervenant. Hello? Bonjour. Can everyone hear me? Bonjour, est-ce que quelqu'un m'entend? I think from my side it's fine because I hear the microphone test. Je pense qu'il n'y a pas de problème de mon côté parce que j'ai fait un test micro. Je ne sais pas quel est le problème. De mon point de vue, ça va. Je ne sais pas d'où vient le problème. Ce n'est pas un problème de votre côté, c'est pour qu'on puisse vous entendre dans la pièce. Donc, c'est un problème avec le support hôte. Ah, d'accord, je comprends. Test, test. Silas, pouvez-vous prendre la parole maintenant? Bonjour à tous. Bien. Ça semble fonctionner maintenant. Désolé pour ce problème technique. Donc, comme je disais, notre second panéliste, Silas, donc de Pax, donc je lui passe la parole pour pouvoir faire sa présentation. Et nous sommes encore désolés pour cet incident technique. Silas, over to you for your presentation. Thanks. Okay, thank you very much. Merci beaucoup.
Donc aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet qui a beaucoup d'implications pour notre secteur. Une fois de plus, je m'appelle Silas. Silas Pepra, je viens du Ghana. Vous avez mes coordonnées à l'écran et dans le chat. Je suis ingénieur réseau. Je vous souhaite le bonjour du Ghana. C'est un plaisir d'affirmer que je suis heureux de partager mes connaissances et mon expérience pendant cette réunion fantastique. Je voudrais remercier les personnes qui m'ont invité et j'apprécie le travail fait par les organisateurs, les partenaires et les parties prenantes de ce forum. Merci beaucoup pour cette opportunité. Merci à la Internet Society à Océane. Vous faites un travail fantastique pour soutenir l'écosystème Internet dans nos pays. Donc, permettez-moi de commencer. Interruption du son à nouveau. Revenons au début de l'informatique et des défis auxquels nous avons été confrontés. Nous avons parlé de financement, des problèmes techniques. Les centres de données ont commencé dans le début des années 40 et les premiers modèles étaient des machines énormes, comme vous voyez à l'écran, qui ont été développées et utilisées par l'armée américaine. C'était des machines complexes, difficiles à entretenir et à opérer. Il fallait vraiment des connaissances spécialisées. Il fallait des pièces dédiées à cela parce qu'il fallait beaucoup de racks, de câbles, des systèmes de refroidissement et c'était très contrôlé. Le son est à nouveau très mauvais. Il semble y avoir des problèmes de connexion. Hello, Silas, we can hear you, so I think you could continue, please. Hello, Silas. Il y a des contributions du Japon et des Amériques. Hello, Silas, can you hear me? Silas, vous pouvez m'entendre? Il semble qu'on a perdu Silas. Il est là. Silas, can you hear me, please? Hello, Silas, can you hear me? Can you check your access, please, because you are breaking? Hello, Silas. Bonjour, Silas. Silas, vous nous entendez? Hello, Silas, can you hear us? Silas, pouvez-vous nous entendre? Maintenant, je peux vous entendre. Okay, merci. You can continue. Je ne sais pas quel est le problème Internet. Bien, vous pouvez continuer. Bien. Donc, je disais que le concept de construction d'ordinateurs date des années 40. Il est né aux États-Unis, la création de ces super ordinateurs. Et l'armée américaine a pensé
a développé ces sortes de super ordinateurs pour gérer en fait toutes ces données par rapport à la recherche sur le nucléaire. Et ils ont travaillé donc main dans la main avec l'armée pour essayer de tester ce nouveau type d'ordinateur. Donc, à droite, l'image que vous voyez vous montre le premier véritable ordinateur utilisé. C'était le premier véritable ordinateur. Et c'était évidemment un engin, une machine militaire uniquement au début. C'était utilisé par la NASA notamment, par des personnes qui avaient besoin d'effectuer des calculations complexes. Mais dans les années 90, quand ils ont commencé à développer les technologies et quand la production s'est développée et s'est généralisée, les centres de données sont devenus une nécessité. À l'époque, des petites pièces ont pu être consacrées à ces super ordinateurs, ces proto-centres de données, et on a standardisé les centres de données qui en fait étaient une petite pièce où on pouvait stocker tous les équipements et établir toutes les connexions pour la pour le traitement de données. Donc, au lieu de les appeler des serveurs, on les appelait des centres de données. Et c'était simplement parce que c'était leur objectif, traiter des données. Et tout le monde était satisfait de ce fonctionnement. C'était un outil satisfaisant. Cependant, on a vu un besoin croissant pour ces centres de données. Et spécifiquement avec le développement d'Internet. Le son est à nouveau perdu. Il y a une interruption du son. Hello, Silas. Silas, bonjour Silas. Je pense qu'on a perdu Silas à nouveau. Encore désolé pour cet incident. On espère qu'il pourra revenir de façon confortable. Donc, en attendant que Silas puisse tester, je pense que le thème de la discussion, le décor est vraiment posé. S'il y a des questions, peut-être vous pouvez continuer à nous les envoyer pour qu'on puisse les collecter, notamment pour Michel, sur la partie, je dirais, installation de backbone, de fibres. Et en attendant que Silas puisse peut-être nous rejoindre dans ce panel. Des questions dans la salle pour Michel en attendant? Sinon, déjà, peut-être demander à Michel, dans ta présentation, nous avons vu que le Congo était connecté à un seul câble sous-marin, WAX. Nous savons qu'il y a plusieurs câbles qui passent au niveau de l'océan. Est-ce qu'il y a un challenge spécifique qui fasse que
vous ne puissiez pas peut-être être un lieu privilégié pour accueillir d'autres câbles pour pouvoir desservir non seulement le Congo, mais tous les pays qui pourraient être dépendants de la connectivité disponible au Congo. Vous avez parlé de la Centrafrique, d'autres pays qui attendent beaucoup de la disponibilité du backbone. Est-ce qu'il y a une explication particulière étant donné que entre les deux câbles que vous avez soulignés au départ et une soixantaine, on sait qu'on a un certain nombre de câbles qui passent au niveau du continent. Oui, merci pour ta question. Comme je disais, il y a une seule sortie, c'est le WAX. Et cette sortie a été interconnectée au Congo dans les années 2010, 2011, 2012. Et c'était une opportunité. C'est-à-dire qu'il y a un moment où le réseau WAX s'est mis à s'étendre sur plusieurs pays qui étaient sur la côte et le Congo a ces opportunités pour s'interconnecter. Donc, je pense que c'est pas un, comment dire ça, c'est pas que l'État congolais ne veut pas s'interconnecter à plusieurs câbles sous-marins, mais ce sont des opportunités qui se présentent au Congo. À l'heure actuelle, on a saisi juste l'opportunité du projet WAX et pas pourquoi on est interconnecté sur ce réseau sous-marin-là. Et pour le reste, je pense que c'est tout. Merci, Michel. Je pense qu'il y a une question dans la salle. Serge Parfait. Il y a question et complément par rapport à ta question. À l'époque, donc les années 97-98, quand SAT-3 passait au large des côtes de Brazzaville, le Congo ne s'était pas engagé dans ce projet-là. C'est pourquoi, dès le départ, donc début des années 2000, le Congo n'avait pas l'accès à la fibre sous-marine. Jusqu'à ce que le projet du consortium WAX a été lancé et on a eu deux opérateurs qui se sont engagés dans le projet. On a l'opérateur national qui est Congo Télécom et on a MTN, mais MTN via le groupe MTN, puisque c'est MTN Global qui a engagé les différentes structures qu'ils avaient au niveau pays. Mais dans la vision future, on a la fibre Meta aussi qui est en cours. C'est pas, l'atterrage n'a pas encore été fait, mais on estime que courant l'année, on aura une nouvelle sortie qui va être la sortie de Meta. Mais en même temps, j'avais une question pour Michel, parce que quand j'ai vu sa présentation, il parlait de la partie infra, mais il y avait aussi la construction du data center. Je pense qu'il nous en a parlé très peu. S'il peut nous en dire plus. Merci Serge, parfait. C'était l'autre aspect donc de la discussion qu'on allait demander à Michel. Voilà. Quelle est l'ambition et qui sont les acteurs pour pouvoir aller sur cette partie du déploiement que vous êtes en train de faire. Merci Serge pour la question et pour le complément d'information. Oui, pour ce qui est du data center, je vais un peu refaire la genèse. C'est quand le projet a été créé, on avait l'intention de construire deux data centers, c'est-à-dire un primaire et un secondaire, pour arriver aux normes tier 3. Il faut qu'il y ait un backbone, un data center redondant. Mais par manque de financement, nous avons juste lancé l'appel d'offres pour un seul data center qui sera basé ici à Brazzaville. Donc, ensuite, concerne ce data center, c'est dire que le marché est déjà acquis. C'est une entreprise chinoise qui va construire ce data center, qui aura la capacité d'accueillir plus de 220 baies, 220 racks. Donc, c'est un bâtiment RPS3. Et les travaux vont débuter ce dimanche. C'est un week-end, mais ça débute un dimanche. Les travaux débutent ce dimanche, c'est pour une durée d'une année, normalement. Donc, on espère atteindre, on espère vraiment relever ce challenge de finir ce data center en une année. Donc voilà, grosso modo, ce que je peux dire, ce sont de données. Mais je précise quand même un détail, c'est que on ne peut pas avoir la norme tier 3 tant qu'on n'a pas un backbone, un data center redondant. Donc c'est la raison pour laquelle au Congo, il y a une agence, l'agence de régulation, qui a construit un data center à Brazzaville et qui a construit un autre à Pointe-Noire.
l'idée ici, c'est de se servir de ce deux pointements qui sera beaucoup plus conséquent, qui servira de redondance pour le backbone que l'État congolais va construire ici à Brazzaville. Merci. Merci beaucoup, Michel. Mais peut-être une question en lien avec ce que tu dis. Comme vous le savez, les data centers, le cœur, c'est le froid et l'énergie. Et nous savons aussi que dans la plupart de nos pays, il y a une grosse problématique d'énergie. Donc, pour donner plus de succès à ce projet de data center, quels sont enfin les garde-fous que vous prenez pour pouvoir garantir? En lien avec aussi cette interrogation, vous savez que déployer des backbones, c'est bien, mais une grosse problématique, c'est la maintenance pour que les services soient disponibles sur la durée. Vous avez déployé, en regardant à votre présentation, il y a des zones où le déploiement était déjà difficile. Et comment vous préparez la maintenance? Est-ce que c'est toujours le CAP qui va continuer à faire l'exploitation, ou il y a des mécanismes qui prévoient, par exemple, une gestion par des structures privées, parce que nous savons aussi que, je pense que dans certaines discussions le matin, quand l'État est trop présent dans certaines initiatives, ça peut être réconfortant pour des partenaires qui sont au niveau national, mais ça peut freiner des partenaires externes à s'engager dans le projet s'ils doivent être partie prenante dans l'utilisation. Donc, au niveau exploitation, concrètement, est-ce qu'il y a des ingénieurs sur place qui vont accompagner? Est-ce qu'il y a des structures privées? Est-ce qu'il y aura un handover à des structures privées, ou ça va rester une sous-gestion en public? Et voilà. D'accord. Merci encore pour la question. Je commençais par la dernière question, c'est-à-dire ce qui concerne les infrastructures. Je rappelle que le projet CAB se focalise sur la partie construction. C'est-à-dire qu'une fois que nous la construit l'infrastructure, on la remet normalement à l'État. Mais pour le cas des réseaux comme Cameroun, Congo et RCA, il y avait une exigence du bailleur qui était de faire un partenariat public-privé entre l'État et une entreprise privée. Donc, ce qui veut dire qu'actuellement, le réseau Congo-Cameroun, qui a pris fin en 2020, on a lancé l'appel d'offres pour recruter une entreprise privée qui gère cette infrastructure-là. Donc, c'est plus dans les mains de l'État. Mais quand nous avons lancé l'appel d'offres, nous avons eu, je dirais, la bonne idée d'exiger une garantie de 2 ans par l'entreprise qui construit et celle qui fournit les équipements. Donc, ça veut dire que l'entreprise chinoise qui a construit ce réseau-là, ils sont encore présents au Congo pour une période de 2 ans. Et le fournisseur d'équipement, qui n'est autre que Huawei, est aussi présent sous cette infrastructure pendant 2 ans. Donc, il y a une garantie de 2 ans. Et au bout de 2 ans, mais la main sera prise par le délégataire, ce qui gère l'infrastructure. Et pour le Congo, le délégataire, c'est aussi une entreprise congolaise, heureusement pour nous d'ailleurs. Donc voilà, en ce qui concerne les infrastructures au niveau du Congo. Maintenant, pour le data center, l'inquiétude, justement, on a pensé à ça au niveau d'énergie, comment on fait? On a fait comme ce qu'on a fait pour les réseaux. On a pensé à plusieurs solutions pour pallier à cela. Pour les réseaux, qu'est-ce qu'on avait fait? On a mis des groupes électrogènes, on a mis des panneaux solaires, on a mis des batteries. Pour justement, si jamais il y a coupure, ces équipements vont prendre le relais. C'est pareil pour les data centers. Au lieu de mettre, par exemple, 2 générateurs, on en a mis 3 ou 4. Les entrées pour l'énergie, au lieu d'avoir une seule source d'entrée pour l'énergie, bien qu'il y ait un seul opérateur d'électricité, mais on a pris 2 sources d'énergie différentes de cet opérateur-là. Donc, si jamais il y a une ligne qui coupe, l'autre va prendre le relais. Donc, c'est pareil aussi, il y a aussi des batteries qui sont installées dans ce data center pour justement assurer à chaque fois l'énergie et bien sûr des onduleurs. Merci beaucoup, Michel. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon, peut-être si on se projette un peu dans le futur, nous avons vu ici ce qui a été fait sur le territoire national. Et nous avons vu aussi des extensions vers la Centrafrique. Mais comme vous le savez, vous avez 2 capitales qui sont proches. Quelles sont les perspectives de façon concrète pour pouvoir peut-être s'auto-désenclaver l'un l'autre en vous connectant ou en connectant les infrastructures ici à la DRC? Et puis, dans le déploiement que vous avez eu en Centrafrique, est-ce qu'il y a des
une disposition réglementaire régionale qui vous permette d'aller agir en tant qu'État congolais dans le déploiement en DRC, ou c'était des choses prévues dans le cadre du projet régional? Oui, je réponds directement sur la dernière question. Comme j'ai dit, nous avons eu les autorisations nécessaires pour aller construire le réseau en RCA. C'est-à-dire qu'on a quand même construit plus de 140 km. La garantie de 2 ans que nous avons payée auprès du constructeur va aussi agir au niveau de la RCA. Mais en ce qui concerne tout ce qui est protocole d'accord entre les États et la gestion des infrastructures, il y a un mémorandum d'accord qui est en cours de réalisation entre le Congo et la RCA justement pour l'exploitation de ce réseau-là. Mais il n'est pas encore effectif, c'est en discussion. Mais il n'empêche que les réseaux sont déjà interconnectés. Et les opérateurs sont déjà connus. Au Congo, on le connaît, mais en RCA, ça sera global, MTN Global. Voilà. La première question, c'était. C'était s'il y avait des dispositions réglementaires et votre connectivité avec Congo, avec Kinshasa, par exemple. Avec Kinshasa, je l'ai rapidement mentionné. Il y avait un accord entre les deux opérateurs historiques du Congo-Brazzaville et du Congo démocratique. Donc, il y a la fibre qui existe. Mais il y avait aussi un autre opérateur qui s'appelle Silicon Connect qui a aussi fait une interconnexion entre les deux Congos. Et c'est déjà effectif. Parce que dernièrement, on a eu une coupure au niveau du câble sous-marin. Mais les opérateurs ont tous basculé sur la liaison Brazzaville-Kinshasa pour assurer la redondance. Donc, mais dans le cadre du projet CAB, il était prévu un financement aussi pour faire cette interco. Mais comme on ne va pas jeter de l'argent de la fenêtre, comme je pourrais dire, ça existait déjà ces interconnexions-là. On s'est dit, bon, c'est plus la peine de les faire. Donc, on a laissé tomber. Sinon, c'était prévu. Quand on a pensé le projet CAB, il était prévu qu'on puisse faire l'interco entre Brazzaville et Kinshasa. Mais les deux opérateurs historiques nous ont devancés. C'est de leur droit, c'est des businessmen. Donc, ils ont déjà fait l'interconnexion entre ces deux États-là. Et comme je disais, il y a aussi une autre entreprise qui s'appelle Silicon, qui s'est fait l'interco entre Brazzaville et Kinshasa. Donc, ça existe déjà, c'était déjà opérationnel. Donc, nous, on n'a plus rien à faire dans ce sens-là. Merci beaucoup, Michel, pour tous ces éclairages. Peut-être juste une dernière question avant peut-être d'aller à Serge. Comme vous le voyez vous-même, il y a plusieurs acteurs qui sont en déploiement. Donc, au-delà de votre projet, il y a des acteurs historiques qui ont peut-être déjà fait des efforts. Il y a des opérateurs sûrement dans les pays dans lesquels le projet s'implante qui ont aussi leur métro ou métro ring qui sont là. Qu'est-ce qui est prévu en termes de mutualisation? Parce que j'ai vu dans certains pays où tu as un opérateur qui creuse à gauche, l'autre qui creuse à droite, et puis finalement, on ne se protège pas l'un l'autre. Donc, qu'est-ce qui est peut-être prévu en termes de mutualisation dans le cadre de ce projet régional? Parce qu'il ne faut pas à chaque fois aussi refaire la roue. Et puis, voilà. Voilà. Oui, les opérateurs qui gèrent ces infrastructures-là, ce sont des fournisseurs de gros. Donc, si je prends le cas de Congo Télécom qui gère le réseau Matombi, c'est-à-dire le WAX, c'est Congo Télécom qui revend à Airtel et à d'autres opérateurs. Bon, MTN Global, comme on l'a dit, aussi ils sont interconnectés au WAX, mais ils utilisent les infrastructures de Congo Télécom dans le pays. Donc, ils arrivent à Matombi, une fois qu'ils sont au Congo, les infos qui sont utilisées sont les infos qui sont construites par l'État congolais. Donc, il n'y a pas d'entreprises privées qui ont le droit de construire des backbones au Congo. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de licence dans ce sens-là. Donc, la licence revient actuellement qu'à Congo Télécom de construire des backbones à l'intérieur du pays. C'est entre les deux villes, là, Congo Télécom peut agir. Mais à l'intérieur de la ville, oui, les boucles métropolitaines, c'est possible. RTL peut en construire, MTN peut en construire. Mais tout ce qui est backbone, non, c'est l'État, c'est le droit de l'État. C'est la raison pour laquelle ces infrastructures ont été construites. C'est l'État qui les donne aux opérateurs. Et vous aurez remarqué que ça ne revient ni à RTL ni à MTN. C'est notre opérateur. C'est fait exprès. Parce qu'on ne peut pas être fournisseur, on peut pas être détaillant et être fournisseur de gros, dans la logique. Merci Michel, mais ça me permet de rebondir en lien avec la vision de ce
So we have a power cut apparently in the venue. So we are just going to await them getting back online. Paris, you're on ground. Existant entre. C'est bon? Malgré tout. Sans micro, il va t'entendre. D'accord. Donc, je disais, malgré tout, il y a un opérateur historique, qui s'appelle Congo Télécom, qui avait le monopole de la gestion du câble sous-marin du WAX. Mais aujourd'hui, avec le projet câble, nous avons construit, nous avons donné accès au Congo à d'autres câbles sous-marins, comme je disais. L'accès vers le Cameroun et l'accès vers le Gabon donne accès à d'autres câbles sous-marins. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus de monopole, en fait, en réalité. Parce qu'il y a plusieurs opérateurs maintenant qui sont capables de donner l'accès au système congolais vers la mer, et même entreprises comme RTL, vers les câbles sous-marins. Je peux citer Datacab, qui est une entreprise privée, Mam Service, qui est une entreprise privée. Donc, il y en a 3 actuellement qui ont accès aux câbles sous-marins. Un passant par le Gabon et un autre qui passe par la RCA et par le Cameroun. Dans le monopole, au nord du Congo, on ne peut plus trop en parler. Il est vrai que, une fois que le backbone est construit, il y a un seul gestionnaire, c'est vrai. Mais en termes de monopole de sortie vers le câble sous-marin, il y en a plus. Il y a plusieurs entreprises qui ont accès au câble sous-marin aujourd'hui. Merci, Michel. J'avais un commentaire et... Peut-être juste une question de Serge Parfait et puis sûrement on va clore la session après cette intervention. Merci. J'avais besoin de retour d'expérience de Franck. Il y a quelques semaines ou mois, on a eu une coupure de fibre au niveau de WAX et on a utilisé les liens de backup par la RDC. Mais on a constaté que quand on a fait le lien de backup par la RDC, on n'utilisait pas les ressources du point d'échange de Kinshasa. Je vais être très spécifique. Par exemple, lorsqu'on avait besoin de ressources DNS, on sait que PCH a des serveurs miroirs à Kinshasa, mais au lieu que le trafic, par exemple, si on avait besoin de ressources DNS, exploite les DNS le point d'échange de Kinshasa, mais on repartait vers l'Afrique du Sud ou Fortaleza au Brésil. La question que je me pose, pourquoi dans un tel cas, on n'optimise pas les ressources en reprenant les ressources au niveau de points d'échange quand il y a quand on sort dans un pays tiers. Ça va faire profiter la ressource du point d'échange du pays voisin. Je ne sais pas si tu perçois. Je suis pas sûr qu'il... Sur le micro, il n'y a pas d'électricité, on utilise les batteries. La question, c'était pourquoi les ressources DNS connectées à un point d'échange n'ont pas été utilisées. Oui, c'est ça? Les ressources du point d'échange du pays voisin n'ont pas été utilisées lorsque le trafic d'ici a été routé par Kinshasa. Mais quand le trafic a été routé par Kinshasa, est-ce qu'il transitait par une fibre ou par le point d'échange lui-même? Il transitait par une fibre ici à la Société nationale de télécom d'en face. Le truc, c'est que de ce que je comprends, la ressource DNS, elle était connectée au point d'échange de Kinshasa. Mais pour que le reroutage soit effectif en termes de DNS, encore aurait-il fallu que cette ressource DNS soit accessible à travers un peering qu'aurait eu le point d'échange de Brazza avec Kinshasa. Sinon, la ressource, elle est là, mais les adresses IP des serveurs DNS n'étant pas propagées, le reroutage ne se fait pas à travers la ressource la plus proche. Je suppose que les adresses IP annoncées par PCH ne l'étaient que sur le point d'échange de Kinshasa, et que même si le flux passe physiquement par le point d'échange, si les routes associées au serveur DNS ne sont pas connues au Congo-Brazza, le reroutage ne se fait pas, c'est juste un passe-through et non pas une optimisation du trafic local. Et c'est pour ça que les ressources de ce type-là devraient systématiquement être annoncées
au maximum, en fait, est rediffusé par l'ensemble des parties prenantes du point d'échange. Comme ça, même si PCH ne diffusait pas les routes directement au Congo-Brazza, il aurait suffi qu'un des membres du point d'échange de Kinshasa puisse rediffuser à son tour les routes pour faire le transit via lui. C'est mon interprétation. Après, je n'ai pas tous les éléments. Merci beaucoup, Franck. Je pense que tu as parfaitement raison. Tu as parfaitement raison. Je pense que dans ce type d'incident, lorsque votre trafic repasse par Kinshasa, il faut que quelqu'un d'ici demande à l'équipe de Kinshasa d'annoncer spécialement, parce que dans le temps de l'incident, vos routes vers le DNS depuis Siège pour que vous puissiez l'utiliser. Sinon, en général, si vous faites le lien avec le MANES dont on a parlé, un trafic qui n'avait pas été prévu de passer quelque part, même s'ils le reçoivent, et s'ils l'annoncent et que l'équipe du point d'échange ne l'accepte pas, vous ne pourrez pas utiliser le DNS. À mon avis, comme le disait... Je pense que c'est un problème de réannonce parce qu'effectivement, une règle de base sur un point d'échange, c'est que les routes que l'on reçoit, on ne les rediffuse pas pour ne pas faire soi-même office de réseau de transit. Sauf que dans le cas d'un incident, un des membres pourrait très bien dire « je veux bien qu'on utilise ma propre infrastructure pour faire transit dans le cas d'un backup ». Et je pense qu'on peut en faire comme une recommandation pour la région. Puisqu'on sait que de temps en temps, on a un pays qui se met en off et il utilise l'autre comme backup. Peut-être que dans les best practices, parce que pourquoi on est arrivé à investiguer et savoir tout ça? Parce que le trafic était vraiment modéré. Et donc, dans les discussions, on s'est mis à analyser, on s'est rendu compte qu'une grosse partie du trafic qu'on pouvait gérer sur un point d'échange local. Et donc, je disais qu'une grosse partie du trafic qui pouvait être utilisé dans nos pays voisins en local était rerouté à l'international et la congestion était suffisamment grande. Peut-être que, sachant que c'est des cas qui peuvent arriver, et dans la région, c'est un peu régulier, on prend comme une forme de recommandation et que les prochains incidents, qu'on intègre la manière de... Ça doit faire partie de procédures d'exploitation, on appelle ça un plan de reprise d'activité. Si c'est un événement ponctuel, ça peut être agi en mode dépannage, comme je mentionnais. Si c'est un problème récurrent, ça doit faire partie intégrante des procédures d'exploitation. Et quelque chose qu'il faut aussi ajouter, c'est que si tu veux que ce soit quelque chose de permanent, il y a un hic. Je prends un opérateur X à DRC, il a peut-être son trafic qui ne dépasse pas 10 gigas, il paye des fees sur son port, il ne va pas aller payer pour 100 gigas juste pour attendre le jour où il y aura un incident qu'on va lui envoyer le trafic du Congo. Ça dit que quand tu te connectes à un point d'échange, il y a des frais. Ton port que tu utilises, tu le dimensionnes en fonction de ton trafic. Ce qui voudrait dire que faire véhiculer, c'est vrai que le DNS c'est assez faible. Si c'est juste que le DNS, oui, ça ne demanderait pas de grand chose en dehors de... Mais si c'est le service du trafic local là-bas, ça va entraîner une conséquence opérationnelle à l'autre. Voilà. Pour moi... Oui, mais dans les accords entre opérateurs, toutefois, dès que je demande à un second que je transite auprès de lui, il y a forcément des frais que je paye. Mais là, ça... Ou il y a eu une forme d'agreement, peu importe la forme d'agreement. Pour moi, upgrade un port pour un instant T, ça ne peut pas être une opération si complexe à mettre en place. Bon, ça dépend peut-être des types d'entreprise et des process. C'est une question de process. Pour moi, s'il y a émergence du process, comme il dirait tous, recovery quand il y a un incident, voilà. Mais si tu demandes à quelqu'un de booker un port de 100 gigas pour un jour, c'est des frais pour lui. Par contre, pour moi, en cas d'incident, il doit avoir une réactivité des acteurs ici, de contacter les homologues ou les transit partenaires pour dire on a telle situation, mais on souhaiterait que tel service soit servi là. Maintenant, s'il n'y a pas d'autres contraintes, ils pourront le faire.
Parce que n'oublie pas qu'on parlait tout de suite ici de est-ce qu'on connecte deux points d'échange ensemble. Mais là, si c'est juste que du transit, en reroutant ton trafic de transit vers un opérateur, bon, l'optimisation, c'est en fonction aussi des disponibilités qu'il a. J'avais juste un... Ah, je pense que Nico de la DRC en ligne, il voulait peut-être partager son expérience. J'avais un point qui va dans le même sens. Nico, juste un moment, il y a Michel qui voulait ajouter quelque chose. Quand tu dis que l'opérateur, si par exemple il a peu de 10 gigas, ne peut pas augmenter du jour au lendemain comme ça. C'est bien ce que tu dis. Mais ce cas-là, il va plus loin que ça. C'est-à-dire que s'il y a une coupure de fibre, par exemple, de WAX, on doit passer par exemple par SAIL. L'opérateur qui n'a pas, si SAIL a fait 10 gigas. Du coup, tout le trafic WAX est annulé et il passe maintenant par SAIL. C'est pareil. Comment eux ils font pour être aussi réactifs et on peut pas appliquer la même réactivité dans un condition intermédiaire? C'est possible. Moi, je dirais ici, oui, je vois la nuance. Une entreprise. Je peux intervenir. Nico, juste, ministre, une entreprise. Oui, c'est pour cela, enfin, dans les cas où les cas que Serge a évoqués, nous encourageons beaucoup d'opérateurs de se connecter à plusieurs points d'échange. Par exemple, au niveau des points d'échange de Kinshasa, aussi longtemps que vous n'êtes pas sur le marché congolais, vous avez la possibilité de vous connecter au point d'échange et de profiter des services qu'il y a. Mais dans le cas d'espèce, s'il y avait un opérateur de Brazzaville connecté sur le point d'échange, là, on ne demande pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de conditions. Aussi longtemps qu'on sait que les services qu'il prendra sur notre point d'échange, il ne va pas les verser sur le marché local. C'est ce que nous appelons un peu le peering à distance. Il peut se connecter et lui, à son tour, s'il est connecté sur le point d'échange de Brazzaville, il peut disposer les services qu'il a eus pour partager avec les autres. Et pendant un temps. Et pour le cas d'espèce de PSH, je sais que PSH ne génère pas beaucoup de trafic, mais au moins des services. Et ces services-là ne bouffent pas la bande passante considérable. Mais s'il y avait un opérateur connecté sur les deux points d'échange, il peut router son trafic de l'autre côté et profiter à la communauté. Merci, Nico. Merci, Nico. Je pense que Silas est encore venu, mais peut-être, je ne sais pas si on peut encore se permettre d'étendre le... J'allais proposer peut-être qu'on suspende la session. Et on s'excuse auprès de Silas. On reconnaît les efforts qui ont été faits. Il y a des slides qu'il avait préparés qu'on pourra partager à l'auditoire. Et comme je le disais hier, on dit que la bouche qui parle doit avoir pitié des oreilles qui écoutent. Donc, je pense qu'on vous a suffisamment fatigué avec des soucis techniques. Et la discussion, elle était intéressante, mais c'est juste une session qui finit. Je pense qu'on peut continuer les discussions autour du café, autour du repas. Et je pense que soit dans les mailing lists pour peut-être prendre en compte toutes les problématiques possibles qui permettront un jour d'avoir de backbone sûr et fiable, d'avoir une meilleure connectivité parce que la session ici nous a montré qu'on a encore des efforts à faire en termes de connectivité et je pense que ça a illustré les difficultés qu'on a, mais qu'on doit dépasser en termes de challenge. Donc, merci à mes deux panélistes, Michel et Silas. Merci pour vos contributions et puis merci pour votre patience et pour la session. Donc, on va arrêter là et sûrement reprendre plus tard avec la dernière session. Merci à vous.